Bonjour et bienvenue à La Force de l'âge, le balado où on explore comment nos gestes quotidiens peuvent nourrir notre santé physique, mentale et cognitive. Aujourd'hui, on parle d'un sujet universel et parfois complexe, l'alimentation. Peu importe notre âge, ce qu'on mange influence directement notre niveau d'énergie, notre mémoire, notre humeur et même notre espérance de vie en santé. Et pour en discuter, aujourd'hui, on reçoit la docteure Guylaine Ferland, qui est professeure en nutrition à l'Université de Montréal, chercheur et spécialiste du rôle des nutriments dans le vieillissement en santé. Ici Jean-Marie Lapointe, vous écoutez La Force de l'âge. Saviez-vous que de petits gestes au quotidien peuvent améliorer votre vitalité d'esprit, peu importe votre âge? Rester actif, apprendre de nouvelles choses, bien manger et avoir des interactions sociales satisfaisantes sont quelques-unes des stratégies partagées ici pour être heureux et en santé. La science, la santé globale et les rencontres humaines sont au cœur du balado de Lucie Lab, La Force de l'âge, animé par Jean-Marie Lapointe. Docteur Ferland, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je pense que c'est important de revenir à la base. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la nutrition en général? Bien, en fait, j'ai toujours été intéressée par la santé et par le mode de vie qui nous permet de rester en santé. Et la nutrition, l'activité physique sont des éléments importants du mode de vie. Et la nutrition, ça me paraissait particulièrement puissant, considérant qu'on mange 3 fois par jour en général. Il y a aussi le fait qu'au moment de mes études doctorales, j'ai eu la chance de travailler avec un modèle expérimental parce que je travaillais en recherche fondamentale à ce moment-là. Et j'ai travaillé avec le modèle de restriction énergétique. Et en fait, c'est un modèle dans lequel, quand on réduit ou qu'on empêche des rongeurs de développer de l'obésité, ils vivent beaucoup plus longtemps et aussi en meilleure santé. Et j'ai eu la chance d'utiliser ce modèle-là dans le cadre de mes études doctorales. Et j'ai vraiment vu la capacité ou en fait le pouvoir de la nutrition dans le devenir ou en fait dans comment on vieillissait. Et pour moi, ça a été, il n'y a jamais eu de retour. Je savais que j'allais faire ma vie autour de la nutrition et le vieillissement a toujours été une étape de la vie qui m'a intéressée aussi. Alors, j'ai eu la chance d'avoir 2 magnifiques grands-mères qui ont vécu un âge très avancé et en bonne santé. Alors, je savais que c'était possible et j'ai toujours été intéressée par le processus du vieillissement et particulièrement comment la nutrition pouvait l'influencer. Mais avant d'aller dans le vieillissement, avez-vous dit à vos grands-mères, mangez moins, vous allez vivre mieux? Non, non, je leur ai pas dit ça parce que d'abord, à l'âge qu'elles avaient quand j'étais jeune adolescente, je me disais que j'avais pas de conseils à leur donner, premièrement. Elles avaient eu la sagesse d'arriver là où elles étaient. Non, j'avais pas vraiment de conseils à leur donner. Je les observais et je m'émerveillais, en fait. Je comprends. Oui. Vous parliez tantôt de restriction alimentaire. On parle d'une restriction de manger moins, mais manger mieux, pas juste s'abstenir de manger, évidemment. Là. Absolument, absolument. Puis il faut vraiment mettre mettre ça en contexte. C'est un modèle expérimental qui, bien qu'il y a des personnes qui ont appliqué ce modèle-là sur leur propre personne, là, parce qu'effectivement, c'est de réduire les calories, mais tout en ayant une alimentation excessivement dense au plan nutritif. Mais il y a quand même des côtés, disons, des inconvénients à un tel régime et c'est vraiment pas quelque chose qu'on voudrait recommander nécessairement aux gens. Mais quand on étudie le vieillissement, quand on étudie le rôle de la nutrition dans le processus du vieillissement, c'est un modèle excessivement intéressant. Qu'est-ce que vous avez découvert justement entre l'alimentation saine et le vieillissement? Bien, en fait, disons qu'à l'époque, moi, je focalisais de manière plus spécifique sur les fonctions au niveau hépatique, au niveau du foie. Quand on fait un doctorat, c'est toujours très ciblé. Mais disons que depuis, je me suis intéressée aux êtres humains aussi, là, parce que notre équipe travaille avec des études précliniques, mais aussi des études cliniques. Et en fait, ce que l'on sait maintenant, c'est qu'une alimentation
équilibré, où il n'y a pas des excès de manière chronique. Ça ne veut pas dire que on peut pas se faire plaisir à l'occasion, mais je veux dire, lorsqu'on a une alimentation variée, équilibrée, c'est certain que c'est bon pour le corps, mais comme on sait maintenant, c'est aussi très bon pour le cerveau, pour la mémoire et tout ça, parce que tout est interconnecté finalement. Voilà. On embarque dans un vaste, comme je le disais en entrée de jeu, c'est vaste, ça peut être parfois assez complexe. Mais en tant que scientifique, qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer avec le programme Lucie? Parce que nous, on a toute une équipe de scientifiques, puis on avait besoin de quelqu'un comme vous. Alors, comment le mariage s'est fait? Oui, ben en fait, bon, je connaissais Isabelle Lucier, et elle m'a contacté à un moment donné pour me parler de Lucie. J'avais entendu parler de Lucie auparavant, et évidemment, pour moi, il y a pas eu une fraction de seconde d'hésitation. Premièrement, parce que je savais qu'avec Isabelle, avec Sylvie Belleville, que ça allait être sérieux, qu'on allait tenir compte de la science, qu'on allait tenir compte des données probantes. Parce que ce sont quand même des scientifiques de haut niveau. Mais je dirais que en marge de ça, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est que je trouvais que c'était une mission très noble. C'était de la philanthropie où, en fait, il y avait une visée de santé qui était manifeste dès le début. Dès le début, c'était clair que on n'était pas là pour faire de l'argent, on était là vraiment pour aider les gens à modifier leur mode de vie si c'était leur désir. Et je suis dans ce domaine-là depuis assez longtemps pour savoir que c'est pas facile de changer son mode de vie. C'est pas facile de changer ses habitudes alimentaires. Il y a toutes sortes de pressions qui font que, bon, parfois on a des obstacles, on voudrait bien faire, mais bon, il y a toutes sortes d'obstacles. Alors l'idée d'accompagner les personnes qui souhaitaient faire ces changements au niveau de leur mode de vie, je trouvais que c'était une excellente initiative. C'était aussi quand même novateur, cette idée de coach là et d'accompagnement. Alors donc pour moi j'avais toutes les bonnes raisons d'accepter et je suis très très heureuse. Et puis aussi bon évidemment ça voulait dire qu'on allait faire de la place à la nutrition et ça me faisait plaisir aussi. On était sur votre terrain de jeu. Là. Ouais. Entre autres, vous vous êtes intéressé à la vitamine K. Premièrement, nous dire à quoi elle sert, puis pourquoi c'est venu chercher un petit peu la scientifique en vous. Oui. Ben, en fait, la vitamine K, ça remonte à mon stage postdoctoral à Boston. Il y a déjà pas mal d'années. J'avais intégré un laboratoire qui travaille sur la vitamine K. La vitamine K, elle est connue traditionnellement pour son rôle dans la coagulation sanguine. Donc, elle assure une bonne circulation au niveau sanguin. Mais on sait maintenant, et nous, on travaille sur cette composante-là depuis plus de 20 ans maintenant, on sait qu'elle a aussi des actions au niveau du cerveau et qui passe aussi par le système cardiovasculaire. Donc, elle est impliquée dans l'activation biologique de protéines qui empêchent la calcification des vaisseaux sanguins. Alors ça, évidemment, c'est essentiel pour le cerveau, mais c'est essentiel pour l'organisme de manière générale. Et dans le cerveau, en fait, on sait qu'elle elle a un rôle structurel, c'est-à-dire qu'elle contribue aux membranes des neurones, donc pour que les neurones puissent bien fonctionner. La vitamine est aussi impliquée dans ce qu'on appelle la signalisation cellulaire, c'est-à-dire la communication entre les cellules. Alors donc, parce que les cellules, on n'y pense peut-être pas, mais elles communiquent beaucoup ensemble et c'est important. Alors, donc, ce sont ces aspects-là qu'on étudie. On les a étudiés d'abord chez le rongeur, mais ceci a donné suite par après à des études chez l'humain. Et entre autres, on a montré que un statut vitaminique K plus élevé, que ce soit en raison d'apports plus élevés, était associé à une meilleure mémoire chez les personnes âgées en santé, mais on a aussi, dans le cadre de collaboration avec des collègues en France, on a démontré que
même chez les personnes qui présentent des troubles légers de la cognition, donc qui sont commencent à avoir des petits problèmes au niveau de la mémoire, ou que la vitamine K était, enfin ceux qui avaient des apports plus élevés avaient moins de ces problèmes-là, ou en tout cas il y avait une moins grande prévalence de ces problèmes-là chez ces personnes-là. Donc la vitamine K, oui, c'est par rapport au cerveau, c'est vraiment une vitamine d'intérêt maintenant. Oui, c'est un bon partenaire. Oui. J'ai fait mes petites recherches, puis j'étais très content de savoir que mon fruit préféré en contenait pas mal, et je parle des cerises. Je veux pas faire des overdoses de cerises, quoique. Alors, à part les cerises, où est-ce qu'on retrouve la vitamine K? Ouais. En fait, là où on la retrouve en plus grande quantité par unité de poids, là, c'est vraiment dans les légumes vert feuillus. Okay. Donc, le chou-cal, les épinards, la bétacarde, mais aussi les légumes de la famille des brassicas, donc tout ce qui est chou. Alors, chou-fleur, alors les choux de Bruxelles, toute cette famille-là contient énormément de vitamine K par portion, si on peut dire. Certaines huiles aussi, mais pas toutes les huiles, en contiennent, entre autres l'huile de canola, l'huile de soya, l'huile d'olive, contiennent beaucoup de vitamine K. Donc, si on peut choisir nos huiles pour mettre sur nos salades, si on choisit une de ces huiles-là, c'est clair que on va avoir une bonne quantité de vitamine K. Et puis oui, c'est ça. Puis sinon, aussi, bien qu'on a tendance à les consommer en moins grande quantité, mais les fines herbes, par exemple. Les fines herbes, et même quand elles sont séchées, la vitamine K est très stable à la chaleur, donc même quand elles sont séchées, si on saupoudre du persil sur des pommes de terre, par exemple, on peut avoir quand même une bonne dose de vitamine K, alors que les pommes de terre en contiennent à peu près pas. Ouais, donc, je suis loin avec mes cerises, moi. C'est pas dans la liste. C'est-à-dire que c'est peut-être pas dans le premier tiers, là. Je comprends. Mais vous pouvez continuer avec avec les cerises, là. C'est bien. Le kiwi en contient aussi. Mais les fruits ont tendance à en contenir un peu moins, du fait qu'ils ont une teneur en eau qui est beaucoup plus élevée. Donc, c'est sûr qu'il faut manger plus de cerises pour avoir l'équivalent. Est-ce qu'il y a un âge, parce que je vous ai déjà lu par rapport à ça, vous parliez autour de 30 ans, mais pourquoi 30 ans plus qu'un autre âge, qu'il faudrait s'en préoccuper un petit peu plus pour la prise de la vitamine K? Oui, en fait, je dirais pas que c'est spécifique à la vitamine K. En fait, c'est qu'on sait maintenant que ce qu'on mange, ce qu'on consomme à l'âge adulte pourra avoir un impact sur comment on va, dans l'état dans lequel on va se trouver à l'âge de 80 ans, si on se rend là. Et je dirais que c'est probablement vrai pour l'alimentation en général, dans le sens que, cela dit, il est jamais trop tard. Hein, et faut pas penser que parce que on avait une alimentation peut-être moins santé quand on était plus jeune, que il y a plus rien à faire. Pas du tout. Il y a toujours, il est toujours temps d'intervenir au niveau de notre alimentation. Mais c'est certain que plus on commence tôt, si on garde un poids relativement santé, on a moins de risques de développer le diabète, les maladies cardiovasculaires. Évidemment, on exclut toujours les cas où il y a des antécédents génétiques. Là. Il y a des personnes qui sont plus à risque en raison de leur bagage génétique. Mais si on exclut cette composante-là, il reste que bien manger, en fait, c'est l'histoire d'une vie, en fait. Complètement. Oui. C'est quoi les facteurs susceptibles qui peuvent avoir une influence justement sur les apports nutritionnels concrètement? Oui. En fait, ce sont souvent des facteurs sociaux, en fait, parce que, je veux dire, pour bien s'alimenter, faut d'abord connaître, avoir les connaissances, savoir ce qu'on devrait manger. Il y a aussi d'avoir le temps de cuisiner, et ça revient souvent chez des jeunes couples, par exemple avec des enfants, les parents travaillent, et c'est le temps souvent qui manque. Donc c'est quand même quelque chose qui est pas négligeable. Et il y a aussi, bien malheureusement, la question des moyens financiers. Il y a quand même beaucoup d'insécurité alimentaire dans notre pays, même si on est un pays quand même riche.
Et il reste que l'hiver, par exemple, en janvier, acheter de la laitue, acheter des légumes, des légumes frais ou des fruits frais, c'est plus difficile. Cela dit, il y a des alternatives. On peut acheter, par exemple, les fruits congelés, les légumes congelés. On sait qu'il y a à peu près pas de déperdition au plan nutritionnel. Maintenant, on a des procédés pour congeler, mais instantanément. Ça se fait de manière instantanée. Et en raison de ça, il y a pas de perte nutritive nécessairement. Donc, il y a moyen on peut s'alimenter sainement avec un budget plus limité. Mais c'est ça, c'est un ensemble de facteurs, je dirais, qui vont faire que les gens auront possiblement une alimentation de moins bonne qualité. Alors, les connaissances, le temps pour cuisiner, le temps pour faire les choses. Puis la tentation de l'alimentation transformée, c'est rapide, hein? C'est rapide, ce sont des calories accessibles facilement. Et il y a aussi, ce sont des aliments qui, en raison de leur teneur en sel, en sucre, en gras aussi souvent très élevé, il y a quelque chose au niveau gustatif qui est très attrayant. Ah oui, ça séduit les papilles, puis c'est difficile de dire non à ça une fois que tu as goûté. Exactement. Et puis bon, évidemment, c'est prévalent aussi autour de nous, ces aliments-là. Donc, et il y a la publicité, parce que les grosses compagnies qui font de l'argent ont les moyens de faire de la publicité, tandis que nos agriculteurs n'ont pas les mêmes reins solides au niveau financier, là. Effectivement. Et en fait, c'est ça. Je pense que c'est un défi de tous les jours de dire aux gens que ces aliments-là, oui, vont apporter des calories, mais pas nécessairement les éléments nutritifs dont on a besoin. Et ils vont plutôt apporter des éléments nutritifs dont on n'a pas besoin. On consomme déjà suffisamment de sel, suffisamment de sucre et de graisse. Donc, ce sont pas des aliments qui vont contribuer à notre santé, ça c'est certain. Non, parce que le marketing, la publicité peut nous influencer à penser que, ça tient, mettons, il y a telle teneur en protéines, en glucides, c'est séduisant, parce que justement, il peut y avoir souvent de la confusion autour de la nutrition. Alors, comment on fait pour justement être un peu plus alerte, puis justement pour pouvoir, quand on arrive avec notre panier d'épicerie, pour mettre les bons éléments, comment on fait pour être un peu plus allumé? Oui. Je pense que c'est un travail qui doit peut-être se faire avant d'aller à l'épicerie. Dans le sens que, par exemple, Santé Canada a développé la dernière version du Guide alimentaire canadien en 2019. Le guide s'appuie là sur des principes bien clairs. Et il y a aussi quand même de l'information associée justement si on a un budget limité et tout ça. Donc, je pense que dans un premier temps, il faut s'informer. Il faut s'informer à des endroits sérieux. Alors, c'est sûr, Santé Canada, le guide alimentaire canadien. Mais si vous allez, par exemple, sur le site de la Fondation des maladies du cœur, il y a un onglet nutrition et ce sont le même grands principes qui sont repris. Les sociétés Alzheimer, c'est la même chose. Donc, ces organismes-là qui sont bien établis, dans lesquels il y a des experts dans les différents domaines, ce sont de bonnes ressources. C'est certain que sur les médias sociaux, il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses souvent qui ne sont pas fondées ou qui, je veux dire, ça tient à rien pour le moment en tout cas. Et parce que faut garder en tête que les recommandations nutritionnelles qu'on fait au niveau de la population, ça s'appuie sur des années et des années de recherche, d'études qui ont été répétées par des équipes indépendantes. Et c'est pas le résultat d'un laboratoire qui soudainement et je veux dire quand Santé Canada décide de faire des recommandations pour la population canadienne, je veux dire, ils épluchent la littérature scientifique sur plusieurs années.
Donc, en fait, c'est ça. Et moi, je dis toujours, si c'est trop beau pour être vrai, ben c'est probablement ça. C'est trop beau pour être vrai. Et donc, faut valider, faut faire attention. Les choses spectaculaires, les un peu extravagantes. Ah Là, oui? il faut vérifier et vérifier justement auprès de ces organismes qui sont bien établis. Qu'est-ce que vous pensez de cette dernière recherche? Et les chercheurs, on n'est jamais les seuls à travailler sur un domaine. Alors, quand les choses sont répétées de manière indépendante par d'autres chercheurs, ça donne une certaine sécurité Oui. effectivement, il y a peut-être quelque chose là. Mais entre ça et se précipiter pour acheter, parce que souvent c'est assorti Oui. de marketing, Oh, ben du bling-bling autour, là. faut faire attention, tout simplement. Mais comment on reconnaît une information fiable en nutrition, outre les guides alimentaires canadiens, outre les ressources comme vous venez juste de nommer? Bien, en fait, reconnaître, c'est ça. Bon, on peut toujours regarder les étiquettes et de voir un peu qu'est-ce que les aliments contiennent. C'est certain que plus on se rapproche de l'aliment original, meilleur il est. Plus l'étiquette est mince, aussi, il n'y a pas tant de mots, Ouais, ben, beaucoup de descriptions, là. oui, puis vous achetez du brocoli, ben il y a pas d'étiquette. Après le brocoli, vous achetez le brocoli, vous achetez des pommes, vous achetez des pommes, des oranges, des oranges. Alors, c'est sûr que plus on se rapproche de l'aliment original, mieux c'est. Et après, bon, on comprend là que faut acheter, on peut pas tout le temps acheter notre pain au jour le jour, etc. Donc c'est une question, oui, de regarder les étiquettes et de voir. C'est toujours le premier ingrédient est toujours celui qui est présent en plus grande quantité. Et si vous voyez toute une suite de mots que vous avez du mal à comprendre, ben dites-vous que ce sont probablement des préservatifs et c'est le genre de choses qu'on devrait essayer d'éviter. Mais encore là, je pense que quand on consulte ces sites, il y a des exemples d'aliments ultra transformés. C'est quand même bien documenté ces choses-là. Et si on a le moindrement accès à l'internet et qu'on peut aller sur ces sites, on va avoir des exemples d'aliments qui sont sains, puis d'aliments qu'on devrait consommer en quantité plus limitée. Plus limité. Oui. J'ai 60 ans, puis je peux vous dire qu'à mon âge, j'en ai vu des diètes, j'en ai vu des tendances, j'ai vu des modes passer, puis même le jeûne, là, on sent que le jeûne prend une certaine popularité sur les réseaux sociaux. On pense quoi de toutes ces tendances, de toutes ces modes? Écoutez, c'est ça. Moi, je pense que je suis dans le long terme. Ça fait quand même quelques années que je suis prof au département. Moi aussi, je les ai vus passer. Hein. La diète, toutes ces diètes-là. Et je vous avoue que aujourd'hui, celle pour laquelle j'ai confiance, c'est le régime méditerranéen. Il revient souvent, lui. Oui, il revient souvent parce que quand on regarde sa composition, finalement, il privilégie les aliments très peu transformés alors celui-là, il a tendance à perdurer dans le temps, très certainement. Les autres régimes, en fait, c'est des modes, hein, ça passe. 6 mois plus tard, on n'en parle à peu près plus. Où les gens peuvent les adopter. Oui, ça va quelques semaines, quelques mois, puis à un moment donné, on voit là que c'est pas nécessairement facile de garder ça dans le temps. Alors, c'est sûr que encore là, on revient toujours à un principe de base qu'il n'y a pas d'aliment miracle, ça c'est sûr. Et en fait, une alimentation telle que celle qui est proposée dans le guide alimentaire canadien, c'est une alimentation qui est tout à fait équilibré. On pourrait rajouter un peu plus de produits laitiers, mais en ce qui me concerne, surtout pour les personnes plus âgées. Mais il reste que les principes sont là. Mais quand vous regardez ce qu'on propose là, ce qu'on propose dans le régime méditerranéen, on est
Je veux dire, à part le verre de vin qui est pas recommandé nécessairement au Canada, enfin dans le GAC, il reste que les recoupements sont majeurs. Justement, des mythes concernant l'alimentation pour les personnes un petit peu plus âgées, moins actives. Il y en a des mythes. Tu sais, on leur dit, il faut que vous arrêtiez de manger ci, mangez plus de ça. C'est quoi les grandes lignes que vous pourriez dire? Ben, je dirais que les informations qui sont véhiculées parfois, qui devraient pas être véhiculées, Ouais. c'est que parce que les personnes, admettons, sont moins actives, ils ont moins besoin de certains nutriments. Ouais. Ce qui est pas le cas. Entre autres, là, au niveau des protéines, du calcium, la vitamine D, les besoins sont même augmentés pour les personnes plus âgées. Le fait aussi que les personnes âgées ont du mal à digérer. Okay. En fait, très souvent, quand on regarde la littérature, quand ceci est étudié d'une manière systématique, on voit pas vraiment de problème okay. Avec les macronutriments là qu'on connaît. En fait, souvent, je veux pas nier qu'une personne peut avoir mal digéré à un moment donné, mais ça peut être lié à bien d'autres facteurs. Mm-hmm. Et en fait, d'éliminer certains aliments, que ce soit justement les produits laitiers ou que ce soit autre chose, simplement parce qu'une fois on a eu un petit peu de mal à les digérer, ça pouvait être relié à notre état de santé de ce jour-là. Et souvent, ce qu'on va recommander, c'est d'intégrer à petite dose des gens qui, par exemple, ont des femmes ménopausées qui, prennent conscience de l'importance du calcium, de la vitamine D, puis se dire, là, je vais me mettre à boire du lait. Elles n'ont pas bu de lait depuis 30 ans. Alors là, elles se mettent à boire des litres de lait. Bon, ça peut causer des ballonnements et des choses comme ça. Donc, il faut y aller graduellement, les intégrer de la même façon qu'avec les légumineuses, par exemple. Là, on y va à petite dose, graduellement. Mais en même temps, en vieillissant, on est moins actif. Ça se peut que notre appétit diminue, puis il n'y a rien d'anormal là-dedans. Là. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Et en fait, il y a même des fondements physiologiques qui expliquent la réduction de l'appétit au cours de l'âge. Mais c'est certain que l'activité physique, et quand je parle d'activité physique, là, ça peut être une marche autour... dans notre quartier, de prendre l'air, ça, on sait que ça peut stimuler l'appétit. Mais c'est ça, même si l'appétit est réduit, c'est d'autant plus important de bien choisir ses aliments parce que justement, et ça effectivement, toutes les données d'enquête nutritionnelle montrent une diminution des apports caloriques avec l'âge. Mais le problème, c'est que les choix alimentaires suivent pas tout le temps, de sorte que les gens mangent moins, mais ils mangent moins de tout. Ils mangent moins de calories, mais ils mangent moins de nutriments aussi. Et c'est là où ça peut être problématique. C'est un piège, là. Oui, c'est ça, ça peut être problématique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit surveiller. L'hydratation aussi, boire de l'eau ou du thé ou des jus, peu importe. C'est important d'être bien hydraté parce qu'avec l'âge, on perd de l'eau dans notre corps. Surtout maintenant, là, avec les canicules qu'on a, les températures extrêmes qu'on a, c'est d'autant plus important d'être bien hydraté. Donc, mais ça aussi, physiologiquement, on sait qu'on a une diminution de la sensation de la soif avec l'âge. Ah, wow. Oui, okay. Ça se passe au niveau du cerveau. Okay. Alors, donc, il y a des travaux même qui ont été réalisés de manière tout à fait rigoureuse et les personnes âgées ressentent moins la soif. Et souvent, quand elles ressentent la soif, très souvent, elles sont presque déjà déshydratées. Oh wow. Alors donc, il faut en vieillissant penser à boire et s'assurer qu'on a toujours un verre d'eau à la vue, à la portée et évidemment de boire aussi. Il y a toujours des liquides quand on mange. Alors, donc ça, c'est important. Ça nous joue des tours, dans le fond, parce que c'est pas parce que ton corps te donne pas l'envie de boire que tu n'en as pas besoin. Donc, nos besoins alimentaires, en général, est-ce qu'ils changent tant que ça à force?
de vieillir en vieillissant? Oui, c'est-à-dire que quand on regarde les recommandations nutritionnelles, il n'y a pas de recommandations pour les personnes de 65 ans et plus qui sont très différentes. Donc, j'ai nommé tantôt les protéines, le calcium, la vitamine D. Il y a quelques autres vitamines, mais on parle de quantités minimes et en général, ce sont des nutriments qui sont pas problématiques, là, qu'on retrouve dans une gamme d'aliments. Donc, il n'y a pas comme tel de recommandations qui sont spécifiques, mais par contre, on sait en fonction sur la base des recherches qui ont été faites en épidémiologique et autres, que effectivement les personnes en vieillissant ont tendance à moins manger, à moins consommer. Donc ça, c'est pas parce que, je veux dire, ça c'est un fait, mais c'est pas une recommandation. Je veux dire, c'est pas de moins manger. En fait, on devrait tout essayer autant que possible de tout faire pour maintenir notre appétit. Alors, c'est sûr que la façon la plus simple de faire ça, mais c'est pas toujours facile, c'est en bougeant. Que ce soit puis encore là c'est pas nécessairement des choses vigoureuses là, mais marcher ou de bouger dans son appartement ou faire des exercices dans son appartement, déjà c'est quelque chose et ça va ensemble. Mais est-ce que c'est un mythe de penser que notre métabolisme ralentit? Donc s'il ralentit, il faudrait peut-être nourrir notre corps autrement? C'est-à-dire qu'il ralentit en partie parce que on perd des muscles, la masse musculaire avec l'âge. Mais cette perte de masse musculaire, elle est aussi souvent reliée à l'inactivité. À la sédentarité. À la sédentarité, parce que les personnes qui continuent particulièrement ceux qui font de la musculation, je veux dire, qui maintiennent, c'est sûr qu'il y a toujours une perte de masse musculaire qui est inévitable, mais qui peut être réduite de manière très importante. Et en fait, la masse musculaire, c'est vraiment ça c'est très gourmand au niveau du métabolisme. Donc, c'est sûr que si vous avez une diminution de votre masse musculaire, oui, le métabolisme va diminuer. Alors, disons que on en revient toujours un petit peu aux mêmes éléments, c'est-à-dire que l'activité physique, c'est une partie intégrante, et l'activité physique, c'est bon non seulement pour notre musculature, pour nos os, mais c'est aussi bon pour notre métabolisme. Et ce métabolisme-là, il est relié évidemment à l'alimentation aussi. Alors, je pose une question un peu plus personnelle, mais c'est parce que moi, je suis entouré de gens qui font toutes sortes de diètes. Et entre autres, les jeûnes. J'ai jamais entendu parler autant de jeûnes. Puis là, je vous relance parce que vous aviez commencé en parlant de restrictions alimentaires. D'un point de vue scientifique, qu'est-ce que vous pensez du jeûne? Écoutez, il y a des écoles de pensée. C'est sûr que le jeûne est assorti d'une diminution de prise calorique. Là. Je veux dire, inévitablement, quel que soit le mode qu'on utilise, là, au final, les gens consomment moins de calories. Au niveau métabolique, au niveau du syndrome métabolique, il y a quand même des effets qui sont bien documentés. Bon, est-ce que personnellement, je veux dire, je pense pas que ce serait souhaitable de recommander ça pour la population en général. Et parce que il reste que c'est quand même contraignant. Et je veux dire, vous avez une famille, vous avez des enfants et à un moment donné, ça devient un peu compliqué. Et puis c'est probablement une question personnelle, mais pour moi, l'alimentation, ça fait partie de la culture, ça fait partie de la civilisation. Et ces histoires de jeûne, oui, dans certains cas, je pense qu'effectivement, il y a des bénéfices, il n'y a pas de doute là-dessus. Par rapport au diabète, entre autres, là, et le prédiabète. Et je sais qu'il y a quand même... c'est pas une littérature que je suis tant que ça, mais je pense qu'effectivement, il y a des effets bénéfiques, mais... Bon, est-ce que personnellement, je suis plus de l'école d'essayer de jouir des aliments tels qui sont disponibles.
de faire les bons choix et de les apprécier pleinement et de prendre le temps pour cuisiner. Je veux dire, c'est ça. C'est parce que ça prend quand même du temps cuisiner là. Oui, puis je pense qu'il faut être aussi accompagné, peu importe un changement au niveau de notre alimentation, de notre mode de vie. Quand on est accompagné par un médecin, un nutritionniste et une équipe, j'ai l'impression qu'on est au moins équipé avant de se lancer à l'aventure, là. Absolument. Moi, effectivement, là, moi, je ne suis pas diététiste, mais les diététistes, ce sont les professionnels de la santé qui gèrent justement ces aspects de nutrition. Mm-hmm. Et je pense qu'effectivement, si on veut s'engager dans cette voie-là, c'est pas avec Internet, me semble-t-il, là. Il faut prendre rendez-vous avec une diététiste qui va analyser, d'abord évaluer votre alimentation, voir un peu, est-ce que vous avez des problèmes de santé? Pourquoi vous voulez faire ça? Il y a quand même là, il y a quand même c'est quand même pas rien là, parce que c'est majeur quand on décide de se mettre à jeûner comme ça. Absolument. Et pour moi, c'est absolument essentiel que les gens soient accompagnés par des professionnels parce que sinon, on peut se retrouver avec des carences alimentaires assez facilement. À plus ou moins long terme, ça va être néfaste. Et sans s'en rendre compte, parce que le signal va peut-être pas s'envoyer rapidement au niveau du corps. Non. Au niveau de l'alimentation, puis de l'effet préventif, comme des maladies, comme les troubles cognitifs, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Oui, en fait, la littérature est de plus en plus éloquente là, dans le sens que on a quand même des études, au point de vue épidémiologique, là, c'est-à-dire dans le cadre des études d'association, on sait, en fait, depuis déjà plusieurs années que une alimentation santé est associée à une meilleure cognition ou à une réduction de risque de maladies d'Alzheimer ou d'autres types de démence. Mais maintenant, on dispose de, pas beaucoup, mais de quelques études d'intervention. Des essais cliniques randomisés. Je pense entre autres à l'étude Predimed qui a été réalisée en Espagne il y a quelques années déjà et qui faisait la promotion du régime méditerranéen justement. Et il y avait aussi un bras d'huile d'olive et un bras de noix. En fait, on a maintenant, et cette étude-là, Predimed, a montré, on avait un suivi de 4 ans dans le cadre de cette étude-là, et on a montré des effets bénéfiques au niveau de la mémoire de manière générale. On dispose de quelques études qui ont utilisé la diète DASH. La diète, c'est une alimentation qui a été développée il y a déjà pas mal d'années pour réduire l'hypertension. C'est le gouvernement américain à l'époque là qui avait proposé, qui avait approché des chercheurs justement parce qu'ils voyaient que la prévalence d'hypertension dans la population augmentait beaucoup. Alors la diète DASH, c'est les cardiologues la connaissent en général parce que elle fait la promotion de la réduction de sel, donc d'aliments riches en sel et puis les gras saturés aussi, les gras trans. Juste pour que je comprenne avant d'aller plus loin, quand vous parlez de bras au niveau de l'huile d'olive et le bras des noix, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je voulais dire, c'est qu'on avait un groupe qui recevait le régime méditerranéen avec en plus si vous voulez une ration d'1 litre d'huile d'olive pour la semaine. Et on avait un groupe, c'était régime méditerranéen, mais avec une ration de 30 grammes de noix. Et exactement, donc à consommer tous les jours. Et le bras contrôle, c'était une alimentation pour réduire le poids. Là, enfin, si je me souviens bien. C'est bon. Ouais, c'est ça. Et en fait, nous, dans le cadre du consortium canadien en neurodégénérescence et vieillissement, on a développé un guide alimentaire pour un cerveau en santé. Qui s'appuie vraiment qui s'inspire beaucoup du régime méditerranéen, mais qui justement tient compte aussi de données probantes comme la vitamine K, ce qu'on sait de la vitamine K, les petits fruits aussi qui sont très riches en polyphénol, donc les baies, les fraises, framboises, mûres, etc.
et les noix aussi, les noix de Grenoble en particulier. Et on l'a testé dans le cadre d'une étude de prospective et on a vu des effets tout à fait bénéfiques au niveau... évidemment, c'est une étude qui malheureusement a été prise dans le contexte de la COVID, donc qui a dû être interrompue prématurément. Mais en fait... On a eu des effets bénéfiques au niveau métabolique, par exemple une diminution de l'hémoglobine glyquée, qui est un marqueur de prédiabète, et donc puis au niveau de la cognition, ça a été un peu plus mitigé parce que évidemment on n'avait pas la taille d'échantillon qu'on aurait voulu, parce que justement on a dû interrompre l'étude en raison des circonstances. Et qu'est-ce qu'on observe auprès des gens qui vieillissent bien, qui vieillissent en santé dans leur mode alimentaire? C'est quoi les grandes observations qu'on a pu faire ou les points en commun? Bien, en fait, c'est des gens qui souvent, enfin, où il n'y a pas d'excès, je dirais. Il n'y a pas d'excès. Il y a une régularité dans l'alimentation, dans les choix. Et ce sont des gens qui, justement, ont une alimentation qu'on recommande. Le plus possible. Alors, c'est la réalité nous informe de ça aussi. Parce qu'en fait, de toute façon, les recommandations, elles sont souvent faites à partir de ce qu'on observe dans le cadre des études. On s'intéresse, par exemple, au rôle de la nutrition en fonction de la mobilité ou en fonction de... Et finalement, c'est dans le cadre de ces études-là où on fait où on établit les relations qu'on découvre que oui, les gens qui consomment régulièrement des fruits et légumes, qui consomment du poisson, des poissons gras ou des choses comme ça, que effectivement, ils sont davantage mobiles ou ils ont une meilleure mémoire ou alors disons que c'est pas mal ça. Ce sont des gens qui naturellement ou peut-être suite à des décisions aussi de personnel qui intègrent ces grands principes là qu'on essaie de communiquer. Est-ce qu'on a vu une différence positive dans le fait de préparer des repas en groupe versus de façon solitaire? Est-ce qu'on voit un impact? Absolument, absolument. Et non seulement ça, mais au niveau de l'appétit, vous faisiez référence tantôt au fait que avec l'âge, bon, il y a des gens qui perdent l'appétit, effectivement, puis c'est vrai. Mais il y a des travaux qui ont montré que simplement d'avoir de la compagnie au repas, vous avez des gens qui consomment à peu près rien durant la semaine. On a parfois les enfants qui vont leur rendre visite puis qui disent c'est pas possible, il y a rien dans le frigo et puis on a l'impression qu'ils mangent pas. Mais au repas de fête, par contre, alors là, c'est comme c'est l'opulence, l'assiette est complète et puis on en reprend. Et alors la convivialité, c'est quelque chose de très important. La compagnie, les repas communautaires, le fait de cuisiner ensemble, c'est ça qu'on recommande aussi parfois. Si vous avez des voisins avec lesquels vous vous entendez bien, une fois par semaine, vous organisez un repas, vous cuisinez ensemble et c'est plus agréable de cette façon-là. Mais effectivement, ça a été documenté là, de manière tout à fait systématique, cet impact positif de la convivialité et de la compagnie au moment des repas. Je vais avoir l'impression de me répéter, mais qu'est-ce que la science actuelle dit sur une journée type en bonne alimentation, une alimentation équilibrée? C'est quoi les grandes lignes? Écoutez, c'est d'avoir des sources de protéines à tous les repas, autant que possible, même au petit déjeuner. C'est de privilégier des grains entiers quand on peut. C'est des produits laitiers, d'inclure soit du lait, du yogourt et des fruits et des légumes en quantité. C'est pas mal ça. C'est le guide alimentaire canadien, encore une fois. C'est les grandes lignes, dans le fond. On réinvente pas, là. On réinvente pas la roue. Non. Et il n'y a rien de miraculeux là-dedans non plus.
Est-ce qu'il y a des changements à voir au niveau du guide alimentaire par rapport à ce qui s'en vient? Parce que moi, ce que j'ai connu comme guide alimentaire dans les années 80, puis la version de 2019, il y a eu des modifications. Oui. Est-ce qu'on voit des tendances et des suggestions à venir? Oui, ben, écoutez, disons que moi, je connais des gens à Santé Canada, mais je suis pas impliquée là dans ces réflexions-là. On a quand même fait des représentations à l'effet que les produits laitiers étaient pas suffisamment mis en évidence, du fait de parce que ça reste des aliments tellement denses au plan nutritif. Mais bon, est-ce que éventuellement les experts qui vont réviser le guide, parce que ça se fait habituellement, là il y a plusieurs dizaines d'années qui s'écoulent entre les guides. Qu'est-ce qu'on fera éventuellement? Ça reste à voir. Et puis toute la question des aliments ultra transformés. Bon, déjà il y a un message à limiter au maximum. Ben oui. Bon, est-ce qu'il va y avoir des recommandations plus concrètes? C'est ça. Ça reste à voir, mais personnellement, je ne suis pas dans le secret des dieux, là. C'est correct. Par contre, je pense que vous savez à quoi répondre à ma prochaine question. Quelqu'un qui veut faire un changement dans son alimentation en général, pour un adulte de tout âge, là, c'est quoi les premiers gestes assez simples à adopter pour améliorer son alimentation? Ouais. Ben, c'est sûr, il pourrait se joindre à Lucilab. Hein? Ça, c'est la première chose. Il y a des gens tout à fait compétents là qui pourraient évaluer l'alimentation, qui pourraient évaluer ou enfin identifier des failles, peut-être des lacunes et des choses à corriger. Et sinon, c'est sûr que si on veut le faire de manière vraiment sérieuse, encore là, je pense que faut consulter les professionnels et ce sont les diététistes en général qui ont ce rôle-là. Alors, je pense que et puis c'est pas une question d'avoir une succession de rencontres là nécessairement, parce que parfois les gens disent ça coûte cher ceci cela, mais je veux dire vous avez une bonne rencontre, il y a des recommandations qui sont faites et après il y a des outils aussi qui sont fournis et ce sont des outils qui sont les diététistes savent quoi recommander et ont les bons outils et justement peuvent faire en sorte que les gens soient autonomes et qu'ils soient pas à la merci là des dernières nouvelles sur les réseaux sociaux ou autres là. Alors je dirais que c'est probablement encore là il faut voir, il faut consulter les bonnes personnes, les personnes dont c'est l'expertise. Alors, ce serait quoi, comme dernière question, votre souhait pour les prochaines années au niveau du Québec? Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer dans nos habitudes en général? Ben, je pense que ce que j'aimerais, c'est un peu interrelié, qu'il y ait une plus grande priorité accordée à l'alimentation, de réserver du temps dans sa semaine, dans ses jours, pour cuisiner. C'est pas toujours facile, mais quand ça devient une priorité, on prend le temps pour cuisiner. On peut cuisiner en famille, on peut cuisiner des grandes quantités, portionner, congeler. On a maintenant ces moyens-là. Moi-même, j'ai pas beaucoup de temps et souvent la fin de semaine, je cuisine la fin de semaine et je portionne et je congèle pour m'assurer d'avoir ce que je veux manger durant la semaine. Je pense qu'il faut prioriser ça et ensuite, il y a quand même des moyens, mais c'est sûr que ça va pas se faire tout seul. Et dans la mesure où ceci se met en place, il va y avoir moins de consommation de produits ultra transformés nécessairement, parce que on va avoir cuisiné des repas équilibrés et on va avoir moins besoin de se rabattre sur ces produits-là qui sont des produits rapides et on va peut-être perdre un petit peu le goût de ces choses-là aussi. Donc, je dirais que ce serait probablement mes principaux souhaits. Dr. Guylaine Ferland, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Ce qu'on retient aujourd'hui, en résumé, c'est que la Dr. Guylaine Ferland nous rappelle que la nutrition, c'est bien plus que juste un carburant, c'est un levier puissant de vitalité durable. Puis, n'oubliez pas, chaque petit geste, chaque petit pas compte. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve pour un autre épisode de La Force de l'âge. La Force de l'âge est un balado produit et réalisé par Lucilab.
À l'animation, Jean-Marie Lapointe. À la technique et au montage, Charles-Antoine Chevary. La musique originale a été composée par Timur Leng et le générique d'introduction est une création de Julien Charbonneau. Merci à toute l'équipe et à vous, cher public. Et gardez ça en tête, il n'y a pas d'âge pour prendre soin de soi. Si vous souhaitez améliorer vos habitudes de vie, rendez-vous au luciapp.ca, luciapp.ca. À bientôt!